Donc bonjour à tous, je suis Vincent Henoux, je travaille à l'Institut Pasteur. Et donc je vais vous illustrer en fin de compte tout ce que a pu vous dire Bruno. Donc l'objectif principal, c'est vraiment d'améliorer la surveillance que l'on pouvait faire aujourd'hui au niveau du CNR. Et donc pour ce faire, on travaille avec deux réseaux, donc Cerba et Biogroup, Cerba Alliance. Et les plus-values que l'on cherche à avoir, en effet, en utilisant ce nouveau réseau, c'est déjà d'avoir des valeurs des numériques, je dirais, sur le taux de positivité des PCR en SARS-CoV-2, grippe et VRS. Ça va être une amélioration de la couverture géographique. Ça va être aussi la capacité d'avoir pour quasiment 100% des échantillons les tranches d'âge. Et donc, ce qui va nous permettre de faire des calculs ensuite, comme je vais vous proposer. Et puis, justement, c'est l'importance des renseignements cliniques que l'on va avoir, qui sont pas très nombreux. Ça va être la vaccination, comme vous allez pouvoir le voir, l'âge, etc. Et déjà, avec ça, on peut réaliser une bonne surveillance. Et puis, c'est l'idée aussi d'avoir une certaine flexibilité au sein des laboratoires. C'est demander tous les échantillons quand on est en phase pré-épidémique et post-épidémique. Et justement, plus sélectionner quand on est en phase épidémique ensuite. Donc la méthode, comme vous l'avez compris, c'est qu'on va demander deux choses au laboratoire. C'est de nous envoyer d'abord leurs données de détection, détection de PCR pour les 3 virus que vous voyez ici sur la diapositive. Et puis ça va être des prélèvements sélectionnés ensuite et l'ensemble des renseignements évidemment qui vont être enregistrés dans une base de données. Ces échantillons, brièvement, vont être utilisés pour une mise en culture s'ils sont en milieu non inactivant. Et pour du séquençage, de telle manière à vraiment expertiser les virus au maximum et surtout avoir pour nous, au niveau du CNR, davantage d'informations pour pouvoir faire de la phylogénie, etc., comme vous allez pouvoir le voir. Donc les prélèvements, on a commencé en fin de compte, même si ça fait 4-5 mois qu'on travaille sur le projet, qui aujourd'hui est devenu complètement concret. On a commencé début octobre vraiment à récupérer des informations. On a essentiellement des informations de Biogroup initialement, et puis Cerba au fur et à mesure se rapproche en fait de plus en plus et a pu mettre en route, puisque dans chacun des laboratoires, il a fallu trouver des solutions pour faire remonter les données sur un nœud central, et tout ça demande beaucoup de temps. On est sur un modèle flash, donc c'est-à-dire que ce sont les positifs du lundi, de telle manière à ce que les laboratoires ne soient pas désorganisés avec ce RELAB qui vient en plus, on pourrait dire, des enquêtes flash. C'est un envoi hebdomadaire de prélèvements qui sont soit congelés, soit 4 degrés, ça dépend justement des habitudes du laboratoire. On est resté sur des charges virales assez élevées, en tous les cas, qui vont permettre une mise en culture et un séquençage avec un CT, en fait, une approximation, un CT de 28 maximum. Et puis, tous les prélèvements vont être pseudo-anonymisés. La réception des prélèvements va être faite avec une étiquette particulière. Enfin, il y a tout un principe à respecter. Et aujourd'hui, on a un maximum d'échantillons, même si là, sur la diapositive, il est noté 10 échantillons ou 20 pour la région ARA. C'est à peu près ça. Et on va être flexible. Par exemple, la saison de VRS, on est arrivé au plateau. On a énormément d'échantillons de VRS aujourd'hui, donc on va limiter. Et l'avantage, c'est justement de passer par les réseaux pour indiquer ces informations de telle manière à moduler, en fin de compte, le nombre d'échantillons. Ici, vous voyez, c'est l'ensemble des plateaux techniques en fait, qui travaillent avec nous aujourd'hui. Il y a des plateaux qui vont regrouper l'ensemble des échantillons et nous les envoyer ensuite pour faire un seul envoi. Et donc, avec cette couverture, eh bien, les deux CNR ont la possibilité d'avoir une surveillance assez homogène sur l'ensemble du territoire français et aussi au niveau des DROM. Alors, la méthode, je reviens brièvement. Les données donc, sont envoyées... Alors je pense qu'il faut que j'aborde cette partie-là. Donc, ce sont en fin de compte tous les items que l'on va demander dans ce fameux fichier qui est envoyé chaque semaine. Alors, vous voyez, il est, je dirais, assez simple. En tous les cas, on l'a vu sans trop de rubriques. Le patient, le sexe, le mois, la naissance, le département de résidence et de prélèvement. Et puis ensuite, on va avoir des choses très intéressantes pour nous. En tous les cas, ça va être le début des signes. S'il y a des signes déjà, respiratoires ou non, s'il y a de la fièvre. Et puis passer au niveau vaccin, donc vaccin grippe, vaccin Covid. Et puis aussi l'injection d'anticorps pour la protection contre le VRS.
Et puis, évidemment, l'intérêt, c'est aussi pour avoir les taux de positivité, d'avoir les résultats de PCR, des 3 PCR, Covid, grippe et VRS, en triplex essentiellement, même si certains laboratoires aujourd'hui font du duplex et nous envoient leurs résultats de Covid, grippe. Et c'est déjà une très bonne information. Donc voilà, juste ces informations, regroupées chaque semaine, représentent aujourd'hui à peu près 300 000 rubriques, donc depuis le début octobre, ce qui va nous faire une puissance de calcul qui est vraiment phénoménale pour nous. En tous les cas, c'est très nouveau et on en est très satisfait. Toutes ces données sont conservées dans une base de données qu'on a créée au sein du groupe Relab. Ici, c'est une base de données, et c'est juste une image qui vous permet d'avoir en fait à peu près l'ensemble des rubriques. Je ne sais pas si je peux prendre un micro. Bien sûr. Allô, oui. Et donc vous allez voir, ça ce sont en fin de compte l'ensemble des rubriques qui vont être envoyées par le laboratoire. Après, la base de données va analyser différentes choses, va sortir la période, va sortir évidemment ensuite par analyse les virus qui vont avoir été détectés. Et ici, on a une codification au niveau de la vaccination avec différents codes, donc simples, de 1 à 7, qui vont nous permettre de dire si on est vacciné ou pas, ou si on est loin, ou si on est en phase précoce après vaccination, etc. Aussi une solution aussi au niveau de la fièvre, des signes respi, et puis le début des signes, et puis la résidence, le centre préleveur, etc. Donc c'est très simple, mais tout ça va nous permettre en fin de compte de pouvoir suivre et d'utiliser ces données de manière correcte. Et ici, je vous ai indiqué en fin de compte le compteur. À la date d'aujourd'hui, on a 330 000 lignes en fin de compte depuis début octobre, ce qui pour nous est vraiment très très bien et essentiel pour avoir justement une possibilité d'utiliser ces données de manière correcte. Je reviens juste en arrière. Ça, c'était la partie données. Et puis, comme vous le voyez ici, il y a la partie, évidemment, échantillons qui vont être envoyés. Donc, on a mis en place avec Antonin une feuille une feuille clinique, en fin de compte, qui va suivre l'ensemble des échantillons, avec très simplement le numéro d'anonymat des échantillons, ce que le laboratoire a détecté, et puis le CT qui a été effectué. À l'aide des données, en fin de compte, qui ont été envoyées chaque semaine, on va pouvoir compléter, en fin de compte, avec le numéro d'anonymat, chacun des échantillons qu'on aura séquencés. Et cela va nous permettre d'avoir des informations sur la clinique et de faire le rapprochement entre la clinique et la séquence qui va avoir été faite, en ayant fait un seul envoi. Et ça, c'est vraiment très, très avantageux pour vous et pour nous, dans le sens où vous n'avez pas besoin de renvoyer des données à chaque fois. Ici, alors, comme le disait Bruno tout à l'heure, on a mis en place un bulletin. Enfin, depuis plusieurs années maintenant, je crée en fait un bulletin hebdomadaire pour les données rénales. Rénal, c'est le laboratoire des laboratoires, c'est le réseau des laboratoires hospitaliers. Et en fin de compte, sur le même modèle, mais en l'ayant amélioré aujourd'hui, on a créé le bulletin Relab avec la surveillance des 3 virus que vous voyez ici. Vous avez toujours la semaine en cours et la semaine précédente, de telle manière à pouvoir comparer. Et ici, vous voyez en fin de compte le nombre de prélèvements qui ont été testés, le nombre de positifs à chaque fois pour chacun des virus, ce qui est déjà une information. Et tout ça est compilé de manière plus ou moins automatique à l'aide de quelques applications. Et puis, vous allez obtenir en fin de compte des cartes régionales. Alors, l'avantage justement d'avoir vos informations, c'est de pouvoir régionaliser tout ça, de voir l'évolution. Alors là, on a perdu la couleur, je suis désolé, mais... et puis aussi d'avoir les tendances. Donc c'est pour chaque région, vous allez pouvoir voir les tendances suivant la semaine, s'il y a une évolution, une augmentation, etc. Et ça va permettre en fin de compte de suivre, et surtout pour le CNR, de surveiller les virus respiratoires. Alors j'avais un PDF, mais ça marche pas très bien ici. Autrement, j'aurais pu vous montrer l'ensemble du bulletin. Et puis il y a surtout, et justement pourquoi on vous demande l'âge aussi, c'est pour suivre, pour chaque catégorie d'âge, en fin de compte, l'évolution des virus. Et vous voyez ici, en fin de compte, ça c'est la surveillance des VRS. Les VRS, on est en épidémie maintenant depuis plusieurs semaines, et vous voyez que l'augmentation touche évidemment essentiellement les 0 à 5 ans. Et ça, c'est quelque chose qui est très visible avec les données. Et de manière très sensible, je dirais, c'est que depuis la semaine 39, on voit vraiment l'évolution, et de manière certaine, avec une évolution qui est très proche, en fin de compte, de celle que l'on observe à l'hôpital. Ici, vous voyez que le Covid touche les personnes les plus âgées, alors que les plus jeunes ne le sont pas. Et ici, si vous voyez que le VRS, par exemple, est en train de commencer à chuter,
la grippe, vous voyez, augmente énormément, et généralement c'est ce que l'on voit dans des années normales, hors pandémie, c'est-à-dire qu'on voit que le VRS laisse la place à la grippe, ou que la grippe prend la place, on ne sait pas, mais en tous les cas, la grippe, l'épidémie de grippe, est souvent diffusée en premier lieu par les plus jeunes, et là on le voit très très bien sur ces courbes, et l'avantage en fin de compte du réseau, et là on le voit encore plus, c'est pouvoir suivre en temps réel par ces catégories d'âge. Alors on va profiter aussi, et là c'est au niveau des Hospices civils de Lyon, du réseau RELAB pour agrémenter aussi le bulletin épidémiologique hebdomadaire qui est réalisé par l'équipe de Bruno Lina. Et donc ça va pouvoir permettre de compléter ces données qui sont essentiellement hospitalières avec des données communautaires, mais dans des mêmes quantités de chiffres, ce qui est vraiment très intéressant. Et puis, le travail du CNR, c'est de participer en fin de compte à la surveillance mondiale, je dirais. Tout d'abord, avec l'ensemble des échantillons que l'on reçoit aujourd'hui, c'est déjà le cas cette année, eh bien, ces échantillons sont mis en culture, on va faire différentes méthodes spécifiques à la surveillance de la grippe, et on va faire du séquençage qui est effectué sur les deux plateformes du CNR, à Lyon et à Paris. Donc à Lyon, c'est Genepi, et puis à Paris, c'est P2M. Donc ces deux plateformes permettent de séquencer alors essentiellement du Covid dans un premier temps, et puis aujourd'hui on a mis en place des méthodes identiques, que ce soit à Lyon ou à Paris, de séquençage du VRS et de la grippe. Et on va participer, en fin de compte, on va continuer à participer, mais avec vos données cette fois-ci, donc communautaires, à l'élaboration de la composition vaccinale, ce que l'on fait maintenant depuis des dizaines d'années. Et toutes ces données sont envoyées au CCOMS de Londres, qui va justement, lors de cette réunion, en février et en septembre, déterminer la meilleure composition vaccinale qui puisse être faite, sachant que la production du vaccin demande 5 à 6 mois, et que généralement on arrive 6 mois après, et qu'il y a une petite évolution des virus, et qu'il n'est jamais très simple de déterminer à 100% la composition vaccinale. Et puis ces données, et c'est aussi le but, au niveau international, c'est de partager ces données. Et donc on a mis en place tout un données séquences sur une base de données qui s'appelle GIZ. Et dès qu'on a ces séquences, elles sont déposées de telle manière à ce que les pays extérieurs à la France, donc dans le monde entier, puissent comparer nos séquences, et de telle manière à déterminer s'il y a quelque chose qui arrive, s'il y a un virus particulier avec une mutation particulière qui l'empêcherait par exemple d'être reconnu par les antiviraux, ou un virus qui se diffuserait plus vite dans la population. Le fait de partager ces données de séquence permet d'échanger encore plus vite au sein du réseau GIZERS, au sein du réseau WHO de l'OMS. Et donc on a pris le parti pour chacune des séquences publiées sur cette base de données GIZ de faire apparaître le nom RELAB, et ainsi de pouvoir aller rechercher les séquences RELAB directement et beaucoup plus facilement dans cette base de données GIZ. Pour illustrer, donc ça c'est le séquençage des virus grippaux, eh bien ça c'est vraiment le résultat. On est déjà à peu près à 200 ou 300 séquences de grippe qui ont été séquencées, VRS quasiment pareil. Et aujourd'hui, on peut suivre avec le matériel qui nous est envoyé les différents clades des virus grippaux H1N1 et les différents clades des virus grippaux H3N2, sachant qu'aujourd'hui la grippe commence. On ne peut pas parler de circuler, mais en tous les cas, on détecte de plus en plus de grippe dans le réseau. Et puis RELAB, évidemment, ça va être aussi des projets de recherche qui vont être initiés, lancés, avec des demandes de financement, par exemple au niveau de l'ANR pour 2024, des travaux de phylodynamie qui vont être et qui vont fonctionner grâce à des collaborations avec Simon Kochmes, que vous devez connaître, et puis d'autres, Jérémy Gage, Florence Debar, etc., qui vont nous permettre de suivre, en fin de compte, l'évolution des virus, que ce soit la grippe, le VRS, et comme on le faisait pour le Covid, de telle manière à déterminer si, par exemple, dans ce cas, on voit l'apparition d'un nouveau variant avec un nombre de mutations beaucoup plus important que les autres par rapport à une référence, et ainsi vérifier si ce virus a une capacité, et pourquoi il est là. Est-ce qu'il a une capacité meilleure à évoluer dans la population virale, ou est-ce qu'il est résistant à quelque chose qui ferait qu'il pourrait apparaître et devenir le prochain virus qui provoque un nœud, en tous les cas une césure, un nouveau groupe, etc., comme vous avez pu voir au niveau du Covid. C'est exactement pareil pour les autres virus respiratoires.
la cartographie au niveau des infections respiratoires virales et modélisation dynamique. Donc c'est la suite, hein, et c'est toujours sur de la base de séquençage, mais aussi sur des données cliniques, sur l'évolution, sur l'âge, etc. Ce qui va nous permettre de vérifier avec la puissance des échantillons, enfin pas des échantillons, des données qui nous sont envoyées chaque semaine. C'est vraiment d'avoir des données de telle manière, par exemple, à estimer le R0 si on avait un virus qui pouvait revenir. Voire essayer d'estimer l'accélération de l'épidémie et vraiment avoir un outil qu'on puisse utiliser à tout moment. Et puis, étant donné qu'on a aussi des informations au niveau de la vaccination, c'est gérer et travailler sur l'efficacité vaccinale. Alors, il y a d'autres groupes qui le font. Le CNR travaille aussi avec iMove, qui est aussi au niveau de l'Europe, un groupe de laboratoires qui permet d'estimer l'efficacité vaccinale. Mais là, il y a déjà des travaux qui ont été faits justement avec le docteur Blancard, mais aussi avec Antonin Ball sur l'efficacité vaccinale pour le Covid. Et l'idée, c'est de faire la même chose. Alors cette fois-ci avec le VRS. Et les injections de Beyfortus chez le plus petit. D'ailleurs, dans la base de données Relab, on a quelques échantillons justement d'enfants qui sont positifs au VRS et qui pourtant ont été reçus une injection de Beyfortus. Donc tout ça nous permet de demander au laboratoire de nous envoyer ces échantillons de manière spécifique. Et s'ils ont des charges virales intéressantes, eh bien on va les séquencer et aller vérifier s'il y a la présence ou non d'une mutation particulière qui permettrait de nous dire attention, en effet, l'injection, comme on l'attend plus ou moins, eh bien, provoque justement des mutations au niveau de la population virale et de les identifier, même si on en connaît certaines mutations qu'on surveille déjà, on pourrait en voir apparaître d'autres. Une autre illustration, donc c'est les déterminants de la charge virale. Donc c'est aussi grâce aux informations qui sont envoyées, c'est d'avoir une idée de la charge virale et de voir justement la dynamique des variants. Est-ce que un variant avec une charge virale très importante va permettre va justement mieux diffuser dans la population ou pas? C'est toutes ces questions qui ont été abordées durant le Covid, que l'on veut mettre aussi en ERZAG avec des surveillances, je dirais, normales, avec d'autres virus comme la grippe et le VRS qui n'étaient pas vraiment faits jusqu'ici. Et puis il y en a d'autres, c'est au niveau de la sévérité. Comparaison ville-hôpital qui va pouvoir être faite maintenant avec le Relab et le réseau rénal pour l'hôpital. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau aussi, avec toujours l'utilisation du séquençage à haut débit qui va nous permettre, qui est vraiment un outil de surveillance et qui va nous permettre d'aborder tous ces sujets. Voilà, merci à tous. Et puis, si vous avez des questions. Merci beaucoup pour cette présentation très concrète. S'il y a des questions dans la salle, on est à votre disposition. N'hésitez pas. Qui finance, s'il vous plaît, tous ces examens, ces transferts, les ressources humaines, etc. Donc il n'y a pas de financement, c'est vraiment une collaboration entre les CNR et les deux laboratoires Cerba et Biogroup. C'est vraiment une preuve de concept, comme l'a dit Bruno tout à l'heure. On avait travaillé pendant le Covid avec de nombreux laboratoires, avec vous ici, et on ne pouvait pas prendre tous les laboratoires au départ, parce qu'il y a une dimension aussi stockage de données, etc. On n'imagine pas en fin de compte tout. On est en train de tout fabriquer avec Antonin et les autres, avec les différents groupes, Cerba et Biogroup, les outils nécessaires, des outils qui nous permettent de réaliser très rapidement le bulletin que vous avez vu. Maintenant, il y a de nombreuses pages. Faut que ce soit plus ou moins automatique. Donc tout ça fait que, en tous les cas, pour l'instant, il n'y a pas de budget. Mais en tous les cas, et ça c'est très important au niveau de Santé publique France, il y a encore 2-3 semaines, ils nous disaient alors ces données, on n'est pas sûr qu'elles soient vraiment réalistes ou quoi que ce soit, donc est-ce que vous pouvez rajouter un petit mot dans le bulletin en disant que c'est vraiment une preuve de concept? On l'a rajouté, on fait ce qu'il faut.
Et puis la semaine dernière, ils nous ont demandé mais qu'est-ce que ça donne sur Relab, la grippe, etc. Et là, on voit toute la puissance en fin de compte. Donc ce que l'on leur demande, c'est de faire apparaître en fin de compte ce réseau Relab, ne serait-ce qu'un lien. Donc nous, on est prêts, on a créé un lien sur le site de telle manière à ce qu'ils publient en fin de compte Relab et qu'ils en parlent et qu'on montre vraiment que ces données communautaires sont essentielles pour la surveillance en France et ailleurs, puisque vous l'avez bien compris, on compare ces données. Le bulletin est envoyé aussi à l'Europe, comme je le faisais pour les données rénales. C'est envoyé aussi. Donc voilà, on est très transparent sur ce que l'on fait et ils n'ont plus qu'à, en fin de compte, ils ont tous les outils pour pouvoir et on est prêt. Et justement, c'est un commun accord, on est prêt à travailler avec eux. Oui, j'avais juste une question par rapport à ce réseau. J'imagine que c'est le retour d'expérience aussi de la pandémie qui a peut-être aussi incité à accélérer un peu, on va dire, les bulletins météo des virus et surtout qui se répandent. Parce qu'à l'époque, vous vous rappelez, on voyait arriver le virus, c'était en Chine, après il dépassait les frontières, et puis à un moment donné, il arrivait dans certaines régions, et puis après ça s'est aussi déployé. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ce réseau-là, donc ça permettrait d'être plus réactif pour les moyens ensuite de protection de la population et d'action? Enfin, c'est ça un peu aussi l'objectif. Si l'aventure, ça se reproduisait, quoi. Enfin. En fait, l'objectif de la surveillance, c'est celui-ci, et c'est tout le temps, en fin de compte. Les CNR sont là pour surveiller les virus respiratoires, tout en travaillant avec Santé publique France, qui doit déterminer à un moment donné si des actions doivent être prises au niveau des CIR, des ARS, etc. Donc l'avantage d'avoir ces données maintenant communautaires, c'est d'avoir vraiment une vision, alors même si on l'avait avec le réseau Sentinelle avant, mais on avait des régions qui étaient sous-représentées. En fin de compte, aujourd'hui, on a un maillage qui est beaucoup plus fin, des données qui sont beaucoup en plus grand nombre, et donc avoir une précision et surtout cette sensibilité qu'on avait avec l'hôpital. Eh bien aujourd'hui, on a vraiment une comparaison possible entre hôpital et communautaire. Et en effet, c'est un outil, et c'est pour ça qu'on travaille là-dessus et qu'on essaye d'être le plus flexible et le plus réactif avec ces données. Ouais, bah merci Vincent. Et moi, je voulais pas forcément poser une question parce que ce projet, on le connaît bien. Tu participes beaucoup. Merci, et surtout toi. Mais je voulais vraiment dire à tous que cette année, c'est vraiment l'année zéro. C'était, comme dit Vincent, la preuve de concept. On a un peu essuyé les plâtres et comme dit mon collègue Sébastien qui est juste là, on a eu un peu l'impression d'avoir fait décoller une fusée avec Relab parce que techniquement c'est compliqué. À l'intérieur, nous il faut convaincre que c'est important pour la santé publique. On sort de la pandémie où nos équipes sont complètement à plat et ont besoin à nouveau d'avoir du sens dans ce qu'ils font. Et comprendre qu'on sert aussi pour la santé publique et qu'on n'est pas juste des prestataires de services comme on l'a été beaucoup aussi pendant le Covid. Donc tout ça, redonner du sens et faire que enfin on arrive enfin à collaborer entre les CNR, les référents, les sachants, etc., les labos de ville pour faire remonter toute la data sur laquelle on est assise et qui sert à rien qui servait pas à grand chose avant Relab. Et là, grâce à des CNR ouverts qui travaillent avec le privé, on est capable de faire des grandes choses et j'espère que l'année prochaine, on sera tous très très nombreux à participer à ce réseau. Voilà. Et merci beaucoup le CNR pour tout le travail parce que moi, je sais que ça a été beaucoup de boulot, donc bravo à tous. Non, merci à tous en tous les cas. Oui. Bonjour et merci pour l'exposé. Je voulais juste savoir si au niveau international ou de l'Europe, ce type de réseau existe. Non, en fin de compte, voilà. À ce niveau-là, je pense pas. Nous, on est vraiment très très nouveau et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est... On en discute avec Bruno, c'est qui n'existe pas, c'est pas comparable avec autre chose. En effet, il y a certains pays qui vont plus utiliser les données hospitalières, des données communautaires, mais qui sont toujours reliées aux médecins généralistes, généralement. Et les réseaux de laboratoires privés, honnêtement, j'en ai pas encore connaissance. Donc c'est vraiment très nouveau. Il faut savoir que le bulletin, depuis très longtemps, je l'envoie le bulletin rénal. En fait, maintenant, il faut imaginer le bulletin rénal qui est collé au bulletin Relab. Donc vous avez les moyens d'avoir une comparaison hospitalière communautaire avec une quantité de données qui n'est pas pareille. L'hôpital, il y a énormément de données aussi, mais très proche en fin de compte. Donc la comparaison peut être faite. Et ça, ce bulletin, depuis toujours, est envoyé au niveau des réseaux européens, en fin de compte. Donc ça veut dire que l'Europe, aujourd'hui, c'est qu'en France, des laboratoires privés participent à la surveillance pour avoir justement des données communautaires. Alors pour l'instant, c'est très nouveau, ça fait que 2 semaines, en fin de compte, que ce bulletin, 2-3 semaines que ce bulletin est envoyé. Donc on va voir ce que ça va donner sur les prochaines réunions européennes auxquelles on va participer, le CNR ou même vous. On verra s'il y a des questions et s'il y a des choses qui font remonter.
généralement, oui, c'est ce qui va se passer, mais en tout cas, c'est très nouveau, et la France est un peu précurseur, comme la France est précurseur au niveau du suivi des injections, au niveau du Beyfortus sur les enfants, etc. Il faut savoir que c'est pas vraiment fait ailleurs pour l'instant. Oui, et juste un témoignage. Bon, après, c'est lourd, hein, au niveau des... Ça fait des semaines qu'on travaille là-dessus. Il a fallu se mettre d'accord sur les questions posées à l'accueil, demander aux secrétaires de poser des questions à l'accueil. Alors, imaginez, on a actuellement 40-50% de bon remplissage. Ça alourdit la phase préanalytique. On essaie de faire de la communication au niveau des secrétaires pour mettre du sens, comme disait Stéphanie, en disant, mais regardez, ce que vous faites, ça va servir à surveiller, ça va servir à terme à faire au prochain vaccin grippe. Donc ça met vraiment du sens de santé publique. Il est bien évident qu'on a fait ce travail, que la porte est ouverte pour la saison 2, parce que plus on sera, mieux ce sera. Que nous, ce qu'on voit dans ces coopérations, imaginez de partager des données sur l'antibiorésistance, de partager des données d'infectiologie, de partager des données sur l'HB1C, sur la créate, c'est l'avenir. Enfin, nous, on voit l'avenir de nos professions, c'est ce partage des données, cette coopération avec les savants. Laisse la parole à Jean-Michel. Je profite lâchement de mon rôle de modérateur pour poser une question de biologistes de ville, ou deux même. La première, on parle de la PCR triplex, mais aujourd'hui, il n'y a pas de PCR triplex reconnu à la nomenclature. Est-ce que vous pensez que ce type de prescription devrait se généraliser et que lorsqu'il y a une suspicion d'infection respiratoire, on devrait avoir systématiquement une demande de PCR triplex? Et deuxièmement, quid des co-infections lorsqu'on a des résultats avec positivité de plusieurs de ces virus? Est-ce qu'il y a une signification particulière au niveau clinique, pronostic, qui peut intéresser le clinicien? Donc au niveau des triplex et de l'utilisation justement de ce style de PCR, en effet, c'est super utile au niveau de la surveillance, c'est quelque chose qui est très intéressant, et ce sont les 3 virus qui sont majoritaires, et c'est pour ça en effet que depuis le Covid, beaucoup de choses ont été mises en place. Faut savoir aussi justement que l'utilisation de ces triplex, ou même plus, change aussi la cartographie de ce que l'on observe. C'est-à-dire qu'avant, vous alliez chercher soit la grippe, soit le VRS. Aujourd'hui, vous allez chercher au niveau du syndrome respiratoire quelque chose. Et nous, on voit au niveau des chiffres que l'on utilise chaque semaine. Par exemple, aujourd'hui, on parle de l'augmentation de mycoplasme. Alors, c'est autre chose, hein, mais mycoplasme fait partie souvent de... Alors, c'est pas des triplex, hein, c'est au niveau des multiplex. Eh bien, aujourd'hui, on voit un essor, on voit une augmentation du mycoplasme. Alors, sans doute que c'est dû à un rattrapage, puisque les personnes, on était protégées, on se lavait les mains, il y avait des masques, etc. Mais pas uniquement. C'est l'augmentation du nombre de tests qui est effectué qui augmente aussi la capacité à détecter. Donc en effet, ces triplex, pour revenir à ça, sont très intéressantes au niveau de la surveillance. Et là, on le voit bien, c'est-à-dire qu'on est très puissant au niveau de ces données. Alors au niveau des remboursements, etc., et du mode de fonctionnement au niveau des laboratoires, c'est pas au CNR de dire, mais en effet, nous, en tous les cas, on voit le gain, et c'est super intéressant. Et votre dernière question, je ne sais plus. Les co-infections. Et les co-infections, en effet, donc on les voit aussi au niveau Covid, grippe, VRS. C'est quelque chose que l'on suit et que l'on voit en tous les cas tous les ans avec d'autres systèmes. Hein. Mais c'est quelque chose que quand il y en a une, eh bien on va aller regarder la gravité. Donc c'est tout l'intérêt d'avoir justement les signes cliniques reliés à la virologie pour vérifier si ces co-infections apparaissent de plus en plus. Et donc ça va déjà d'abord être une quantité de co-infections que l'on va observer. C'est aussi vérifier si ces tests fonctionnent bien. Vous avez des tests... alors, pas forcément PCR, généralement c'est spécifique, mais vous avez des tests antigéniques qui vont sortir toujours positifs pour un des virus, et on a vu que des tests sortaient positifs B, grippe B, alors qu'il n'y en avait pas du tout. Donc c'est aussi l'utilisation de ces tests et une vérification avec l'ensemble des données qui permet de faire une surveillance de la qualité de chacun des tests. Merci à vous.